Bonjour. Donc on reprend notre cours sur le droit international dans le cadre du droit public. On avait dit qu'il y avait le droit international et le droit national. Dans le droit international, on a vu qu'il y avait le droit international public, le droit international privé. Et on a parlé du premier, on était en train de développer le second avant de passer au droit national public. On a vu le développement, c'est-à-dire les enjeux et les objets du droit international. Les objets au sens موضوع, le droit international public, le sujet, et aussi les sujets dans le sens des atraf, le canon douli. Le premier, on avait dit dans l'objet, c'est la paix dans le monde et aussi le monde des affaires, la nature, l'environnement, tout. En fait, le droit international, on le rencontre tous les jours, mais même si on ne s'en aperçoit pas d'une façon concrète. Et on a vu qu'il y avait aussi un système de régulation et d'arbitrage avec la cour, une cour juridictionnelle qui essaie de solutionner le problème quand il y en a. Et on avait vu aussi les limites de cette cour. Bien sûr, maintenant, on va passer au grand principe, seulement l'essentiel des principes du droit international. Parmi les plus importants, celui de l'indépendance des États. C'est-à-dire que les États, comme on l'avait expliqué, ils s'engagent de leur propre gré dans les conventions et les traités qui forment le droit international. Mais ça ne veut pas dire qu'ils renoncent à leur liberté. En fait, ils renoncent volontairement à une partie de leur souveraineté pour ne faire que sur quoi ils sont engagés à faire et ne pas faire sur quoi ils sont engagés de ne pas le faire. Donc, de leur propre volonté, ils s'engagent. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le droit international touche notre vie au quotidien, même si les gens ne s'en aperçoivent pas facilement. Si vous prenez la réglementation du ciel, par exemple, sans les conventions internationales, sans le droit international, comment réguler la navigation dans le ciel? Les milliers, dizaines de milliers d'avions qui sont dans le ciel, ils fonctionnent comment? Ils roulent comment? Comment déterminer leur trajectoire, leurs horaires et tout ça? Ça rentre dans le droit international. Le trafic maritime, c'est pareil. Les bateaux, les grands navires, les petits, tout est régulé par les conventions entre États et donc le droit international. Le contrôle des richesses, les ressources naturelles sur les continents, mais aussi dans les fonds marins, c'est le droit international. La lutte contre les pandémies, la lutte contre les catastrophes naturelles, tout ça est régulé par le droit international. Autre élément clé, les satellites et le système des satellites sont la réglementation internationale. Donc le droit international, on n'aura pratiquement pas, on ne pourra pas utiliser les portables et les ordinateurs comme on les utilise aujourd'hui couramment et facilement. C'est cette organisation, ces engagements, ces traités signés et conventions qui permettent cette activité très facile, qui facilite cette activité pour les citoyens. Mais comme je l'ai dit, on s'en aperçoit rarement. Les individus, les sujets. Et donc, parmi les principes du droit international, sur quoi repose le droit international, il y a le principe qui transcende, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce que je donnais comme exemple, sont transcendés par l'essentiel, les principes essentiels du droit international. Sur quoi? C'est-à-dire c'est la base sur laquelle il repose le droit international. Le premier, c'est le principe d'indépendance. Autrement dit, on reconnaît l'indépendance de tout État. Un État, comme on l'avait souligné, qui a les caractéristiques d'un État reconnu par le droit international, à savoir une population, un territoire et un pouvoir politique organisé et souverain. À partir de ce moment-là,
elle a la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance de tous les États sur la planète. Et donc, les engagements, comme on l'a dit, se font volontairement, avec souveraineté. Un État renonce à certaines prérogatives, à certaines activités et s'engage à faire d'autres activités en commun accord avec les autres États, par le biais d'un traité ou d'une convention. Et donc ça, c'est là où on crée les règles de droit international. Mais ça ne veut pas dire que l'État perd son indépendance, non. Il a toujours la possibilité de se retirer de ces conventions, de ces traités. Donc l'essentiel, c'est qu'on part sur la base de l'indépendance de chaque État. Et ça crée automatiquement des obligations vis-à-vis des autres États, à savoir respecter cette indépendance. Donc chaque État garde la plénitude de ses compétences sur son territoire et sa population. Il ne subit vis-à-vis du droit que les limites qu'il s'impose de son plein gré et les engagements contractés, c'est-à-dire sur quoi il s'engage lui-même, librement, sans contrainte. Le premier principe. Le deuxième, il découle du premier, à savoir le principe de non-ingérence. Donc, si l'indépendance est un principe crucial, par conséquent, comme dit, il oblige les autres à ne pas intervenir dans les affaires internes dans un État. C'est ce qu'on appelle le principe de non-ingérence. Les États ne doivent pas s'ingérer, intervenir dans les affaires d'un autre État, les affaires internes, parce que ça ne regarde pas les autres. Donc il découle du premier et interdit à tout État de s'immiscer dans les affaires internes d'un autre État. Il visait au départ l'intervention militaire et il a englobé avec le temps parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait reconnaître l'intervention économique qui est très importante. Il n'y a pas que c'est-à-dire l'intervention militaire vient après l'échec des relations économiques. Et de ce fait, au départ, la non-ingérence considérait seulement l'intervention militaire et après, elle a englobé la déstabilisation dans tous ses aspects, politiques et économiques. Donc, on ne peut pas, on n'a pas le droit de s'ingérer, par exemple, de manipuler la bourse pour faire faillite à un pays ou à un autre. On ne peut pas jouer grâce ou avec des groupes armés ou des organisations non gouvernementales afin de changer le régime, changer la politique dans un État. C'est interdit par le droit international. Donc un nouveau principe s'est développé pour s'opposer plus ou moins à ce principe-là. C'est celui de l'ingérence humanitaire. Il y a eu des conflits graves où des populations civiles, ils ont pâti du pouvoir de leurs propres États au sein de leur propre pays. Et la question était, est-ce que la communauté internationale doit regarder au nom du principe de non-ingérence un système politique, un régime politique, anéantir sa population parce qu'elle s'oppose à lui, parce que c'est une direction dictatoriale? Est-ce qu'on doit la regarder faire ou est-ce que la communauté internationale doit intervenir? Et donc si le droit international interdit l'ingérence au sein des affaires internes d'un État, avec Kouchner, il a développé cette acceptation plutôt d'intervenir quand il y a lieu, c'est-à-dire quand un système politique, un régime politique rentre en conflit avec les autres composants de son État et donc sa population. Par exemple, il y a des élections et vous avez vu, c'est-à-dire que même aux États-Unis, ça peut arriver, la blague de ce début du siècle. Si la population réclame le départ d'un responsable et ce responsable utilise la force, l'armée, pour mater, pour détruire cette population qui s'oppose à lui, pour s'imposer à elle. Et on avait vu, c'est-à-dire l'exemple qu'on donne, plutôt où c'est arrivé, c'était notre ami Saddam Hussein, quand il a gazé les Kurdes
quand ils se sont révoltés parce qu'ils voulaient l'autonomie ou l'indépendance en Irak. Mais il y a eu aussi les faits qui sont arrivés en Bosnie, où quand les Serbes ont essayé d'écraser toute la communauté musulmane en Serbie, en Bosnie, pardon, il y a eu, c'est-à-dire le départ, la question se posait avec le Rwanda, quand les Tutsis et les Hutus se sont déclarés en guerre entre les uns contre les autres, et ils ont fait carrément un carnage, plus d'1 million de morts au sein des populations, par rapport à une autre population qui était armée et mieux organisée. Et donc là, on a regardé faire, et même avec Saddam Hussein, les événements, ils ont pris la communauté internationale de vitesse, mais après, on a développé ce principe, à savoir que quand il y a une population désarmée, face à un régime politique au sein de son État même, qui vise un génocide, c'est-à-dire qu'il a l'État ou le représentant d'un État, un groupe qui contrôle l'État, vise un génocide, c'est-à-dire éliminer une population entière ou l'écraser, lui enlever toute possibilité d'opposition ou d'opinion, de s'exprimer librement, donc, et de supporter un fait accompli. La communauté internationale et le droit international reconnaît à ce moment-là la possibilité pour l'organisation internationale qui est les Nations Unies et le Conseil de sécurité de former, d'organiser avec les casques bleus, c'est-à-dire les militaires qui travaillent pour l'organisation des Nations Unies, l'intervention, même avec l'aide, comme on l'a vu en Bosnie, de l'OTAN, d'intervenir pour protéger les populations civiles. Parce que même quand il y a conflit dans un État, les populations civiles ne sont pas supposées être concernées. Et donc, même si elles sont solidaires d'un mouvement, ça ne veut pas dire que le régime, au sein de cet État, il peut les éliminer, les anéantir devant la communauté internationale sans que personne ne réagisse. Donc l'ingérence humanitaire s'oppose plus ou moins au principe de non-ingérence, parce que le principe de non-ingérence, c'est un principe général du droit international. L'exception à ce principe, c'est l'ingérence humanitaire. C'est-à-dire quand il faut sauver des vies, sauver des civils, la communauté internationale peut s'organiser en conséquence et intervenir pour protéger les populations civiles. Cela dit, l'ingérence, elle est interdite, mais elle reste, elle demeure, c'est-à-dire parce qu'elle est interdite militairement, politiquement, c'est-à-dire d'une façon ouverte, d'une façon claire et nette, mais elle reste économiquement en jeu. Et de ce fait, souvent, les États s'organisent de façon à résister aux ingérences économiques et donc ils ont un volet politique automatiquement. Et ça ne peut se faire vis-à-vis des grands États comme les États-Unis et l'Union européenne que par le regroupement des États moyens ou petits États comme les pays africains, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Asie, qui se groupent. Ils avaient hérité ce système depuis la guerre froide, le groupe des non-alignés par exemple. Et bien maintenant, c'est-à-dire depuis le temps, on essaie toujours de s'organiser comme ça pour s'opposer à la volonté des grandes puissances. Et ça nous rappelle aussi, ça nous fait traverser au principe d'égalité. Le principe de non-ingérence, le principe d'indépendance sont basés sur le principe d'égalité, à savoir l'égalité entre les États. Les États, ils sont égaux devant le droit. C'est comme dans les citoyens. Au sein d'un État, ils sont égaux vis-à-vis de la loi, et si les États ils sont égaux vis-à-vis de la loi internationale, du droit international. Et donc on doit respecter la volonté de chaque État, la souveraineté de chaque État, la politique de chaque État, sa vision du monde, autrement dit la culture de chaque État, et tout ce qui va avec. Donc les principes cités supposent
et impose la reconnaissance mutuelle de l'égalité juridique entre États, ce qui les dote en principe des mêmes droits et des mêmes obligations vis-à-vis du droit international. Tous les États, le Maroc, l'Algérie, la France, les États-Unis, l'Union européenne, ils ont le même droit et les mêmes obligations. Bien sûr, par exemple, si on va à la contribution de ces États aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale de la santé ou toute autre organisation relevant des Nations Unies, on va dire comment on va contribuer à cette organisation. Ben, c'est là où apparaît l'importance des États. Si on prend, c'est-à-dire la façon de calculer la contribution de chaque État, on va dire par exemple, c'est 1% du PIB, du produit intérieur brut, ou le PNB, national brut. 1%, ben, pour un pays comme le Maroc, c'est peut-être le 1/10e ou le 1/20e ou le 1/30e du PIB français. Le PIB français, c'est le 1/10e, le 1/20e ou le 1/100e du PIB des États-Unis. Et donc un État comme le Maroc, quand il contribue d'1 million de dollars, par exemple, dans le budget de l'organisation internationale au niveau annuel, la France va contribuer de 3 ou 4 millions, peut-être 10. Donc ça donne de l'importance. Après, les États-Unis vont contribuer de 20 millions ou 30 millions comme la Chine. Ben, ils ont encore plus d'importance au sein de l'organisation. Parce que le budget de l'organisation dépend de ces puissances, pas des petits États. Parce qu'ils ont besoin d'un grand budget, d'énormes d'argent pour fonctionner, pour agir, pour engager leur action dans le monde entier sur tous les domaines. Et de ce fait, il y a, c'est-à-dire ça touche le principe d'égalité. Parce qu'au départ, l'égalité de la participation, c'est selon le principe d'égalité. La discussion et les débats au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, tout le monde a une voix dans l'Assemblée générale. Mais on arrive devant le Conseil de sécurité et il y a ceux qui ont le droit de veto et ceux qui ne l'ont pas. Celui qui a le droit de veto, aucune décision au sein du Conseil, ou même qui vient de l'Assemblée générale, c'est-à-dire là où tout le monde tous les États sont en égalité, ils prennent des décisions, mais quand elles viennent devant le Conseil de sécurité, pour être mises en œuvre, pour engager les moyens de l'exécuter, si un État s'oppose, ça ne passe pas. Et seulement ces 5 pays qui ont le droit de veto peuvent bloquer la réglementation, les décisions des Nations unies. Justement parce que ça découle, ce sont les États qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et c'est eux qui ont installé ce système. Et donc pour éviter les confrontations entre ces États, ils ont imposé ce système de veto. Les États les plus importants doivent respecter les intérêts de chaque État membre. Et automatiquement, ça veut dire quoi les intérêts? C'est-à-dire chaque État membre du Conseil de sécurité, les 5 qui ont le droit de veto, et c'est leurs alliés. Vous êtes alliés avec la Russie va vous protéger avec son veto. Vous êtes alliés avec la Chine va vous protéger avec son veto. Et vous êtes avec les États-Unis, comme on le fait avec Israël, vous pouvez décider tout ce que vous voulez au sein de l'Assemblée générale. Quand arrive au Conseil de sécurité, le veto, et ça ne passe pas. Parce que les États-Unis protègent Israël. Et de chacun, ils protègent les siens. Et donc, on revient à un système de regroupement selon les alliances, comme dans la guerre froide, mais maintenant, il est plus diversifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 camps, mais il peut y avoir plusieurs camps à la fois. Et donc, s'ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations, ils ne peuvent pas pour autant les mettre en œuvre d'une façon égale. Et donc, si le poids économique des pays fausse souvent le principe, y compris au sein d'une organisation universelle comme l'ONU, le système des alliances, comme je viens de l'expliquer, permet quelquefois de corriger le rapport des forces. Il le permet quelquefois, mais pas toujours. C'est selon les moyens et la diplomatie de chaque État.
La gestion des conflits, parce que ces principes et ce qui en découle comme, ça c'est on peut dire les principes directeurs, et ce qui en découle comme principe correcteur, comme on l'a expliqué dans la théorie générale, n'empêche pas les conflits. Au contraire, c'est-à-dire ça permet de faire émerger, de faire exprimer les conflits, de les notifier, et donc de leur trouver une solution. Parce que c'est quand on n'a pas défini le problème, quand on n'arrive pas à situer un problème, c'est là où les choses se compliquent, parce qu'il faut commencer par le commencement, définir le principe, le problème, et après seulement étudier les solutions possibles. Et donc, avec ces principes, les problèmes qui se posent sont plus faciles à solutionner. Et donc, il y a un système, les Nations Unies ont proposé, le droit international a développé des moyens de gestion des conflits au sein de la scène internationale et du droit international public. Bien sûr, avant, la pratique la plus ancienne, c'était le recours à l'arbitrage. On réunit quelques États comme témoins et comme arbitres. Chacun il ramènera son soutien, son allié, pour le mettre dans le jury et on discutera pour trouver une solution. Et le système il est toujours frisé parce qu'il est plus facile, plus rapide quand il y a des conflits au sein du droit international, la scène internationale, mais sur des situations qui exigent une solution rapide. On le verra que c'est comme dans le droit national. Quand il y a urgence, le droit n'est pas toujours apte à courir pour réaliser les résultats convenus. Et donc, il prend son temps pour... Et donc, le recours à l'arbitrage permet de faciliter l'accès à la justice, à la résolution, à solutionner les problèmes entre États, comme au sein dans le droit national, entre les individus, et même dans le droit international privé, il est très frisé, c'est-à-dire entre les sociétés et les groupes d'intérêt, on a recours plus à l'arbitrage qu'aux tribunaux. Et donc, si ce système est toujours prisé, l'arbitrage, il n'en demeure pas moins parce qu'il est consensuel, c'est-à-dire on se met d'abord d'accord d'aller devant l'arbitrage, c'est-à-dire on désigne des arbitres, puis quelqu'un de ad hoc, de neutre, qui va présider la commission. Et on pose chacun ses demandes et ses revendications. Et après, on met tout ça comme débat, sujet de débat, on discute et on arbitre, c'est-à-dire les sages désignés vont essayer de trouver une synthèse, c'est-à-dire on ne va jamais dire, pratiquement jamais dire, celui-là il a tort et celui-là il a raison. Non, on va trouver une solution à l'amiable, c'est-à-dire on enlève à chacun un petit quelque chose et on donne à chacun un petit quelque chose pour trouver une solution facile et rapide surtout. Rapide parce que c'est le seul moyen, c'est le consensuel, c'est de se mettre d'accord. Et on ne peut se mettre d'accord que si on reconnaît à chacun un petit quelque chose. La négation, seul le droit peut dire celui-là il a tort et celui-là il a raison. Il faut toujours solutionner ou chercher la solution avec diplomatie. Ça, c'est le droit coutumier. C'est l'arbitrage qui se rapporte surtout sur la coutume. Et donc après, il y a le droit. Et le droit positif, lui, il se fonde sur les coutumes, mais depuis le temps, il est dans les traités et les conventions. Et donc, la tentative même d'instituer un tribunal, et ils sont plusieurs maintenant, se heurte à plusieurs problèmes. Donc la tentative d'instituer une juridiction internationale qui a abouti, en fait, à la Cour internationale de justice, ne solutionne pas toujours les problèmes comme on le souhaite. La Cour de la Haye, la Cour internationale de justice, la CIJ, la Cour internationale de justice, elle est plus efficace pour solutionner les problèmes entre les institutions des Nations Unies. Parce que les Nations Unies, c'est un ensemble, un grand ensemble d'institutions et de sous-institutions.
parce qu'elle touche à tout. Donc automatiquement, il y a des organismes financiers, des organismes de crédit, des organismes d'aide, et donc des organismes d'aide qui sont voués à la technologie, d'autres à l'agriculture, chacun. Il y a la santé, la météo, tout est rentré là-dedans. Et donc, la répartition, soit du budget, soit la participation des individus, des États au sein du budget des Nations Unies pose toujours des problèmes. Et la Cour internationale de justice, là, il est très efficace parce qu'elle a des règles écrites et elle peut trouver, développer une solution rapidement. Par contre, quand il s'agit des États, c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens d'exécuter ces sentences, ces solutions, ces jugements. On peut toujours aller devant la Cour de justice internationale, poser nos problèmes. Elle va dire celui-là il a raison, celui-là il a tort, mais après, sauf dans des cas exceptionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand il s'agit par exemple d'ingérence humanitaire qui s'oppose au droit de non-ingérence, on peut à ce moment-là, et quand ça peut, c'est-à-dire le conflit peut dégénérer, comme le Moyen-Orient et comme d'autres, à ce moment-là, l'Assemblée générale des Nations Unies peut demander, autoriser le Conseil de sécurité de prendre des mesures pour imposer des solutions, soit désignées, posées par l'Assemblée générale même, soit par la Cour de justice internationale. Et par la Cour de justice internationale, ça arrive pratiquement jamais. C'est plutôt les décisions au sein de l'Assemblée générale et des nations et le Conseil de sécurité. Et donc la Cour internationale de justice, c'est ça son problème. Il y a aussi la Cour de justice, la Cour pénale européenne, et elle touche aussi, c'est-à-dire elle touche l'Afrique et les autres pays, mais ça reste bizarrement, c'est-à-dire ça a un but un peu douteux, puisqu'elle ne concerne que les présidents, que les responsables africains. Pour le moment, on n'a rien vu sur les autres continents, sur le continent européen, quelquefois, c'est-à-dire elle a touché un peu à la Serbie et au chef de guerre pendant la guerre civile entre bosniaques, serbes et croates, mais ça reste limité. Donc, la Cour de justice internationale reste limitée parce qu'elle n'a pas les moyens de s'imposer. Juste les faits, les conséquences d'une décision prise par la Cour internationale de justice, c'est la probe générale, c'est-à-dire que si elle condamne un État au profit d'un autre État, si l'État condamné ne s'exécute pas, ne respecte pas la décision de justice de la Cour, ben tout ce qu'il peut avoir, c'est la probe générale, c'est-à-dire que les États dans le monde entier ne vont pas respecter cet État justement parce qu'ils ne respectent pas le droit international. Et c'est déjà important parce que la probe générale de tous les États, ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Pour expliquer qu'il y a des États comme Israël qui essaient, avec tous les moyens, de ne pas arriver devant le Conseil, devant la Cour de justice internationale, vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, ils ne veulent pas reconnaître, ils s'opposent à la reconnaissance d'un État palestinien parce que seul un État palestinien digne de ce nom, reconnu du droit international, peut saisir la Cour internationale de justice ou la Cour pénale. Et donc, elle s'oppose à cette reconnaissance justement pour ne pas être traitée devant. Bien sûr, l'Assemblée générale l'a condamné plusieurs fois, mais le Conseil de sécurité bloque les décisions des Nations unies, c'est-à-dire par le biais des États-Unis, ou le veto. Mais de là à avoir un jugement de la Cour internationale de justice, à ses dépens, on n'arrivera pas à l'avaler si facilement. Et donc elle essaie d'empêcher, et jusqu'à maintenant elle arrive à empêcher les Palestiniens, l'Organisation de libération de la Palestine, d'aller devant la Cour de justice internationale. Et chaque fois que même, quand elle veut aller dans la Cour internationale, la Cour pénale internationale,
Israël menace de lui couper les vivres, c'est-à-dire de ne plus lui transférer les impôts qui lui reviennent, et donc d'empêcher cette organisation de fonctionner, ne serait-ce qu'en Cisjordanie. Donc cette instance est utile dans son rôle consultatif auprès de la dite organisation, surtout en ce qui concerne les problèmes de fonctionnement de ces diverses institutions spécialisées, leurs conflits de compétences et les aléas de financement réciproque, comme je l'ai expliqué, mais, elle reste faible parce qu'elle n'a pas les moyens d'exécuter, d'imposer ces décisions. De plus, il y a un autre problème qui se pose. Et il n'est pas des plus simples. Comme je l'ai dit, quand il y a une décision, l'approche générale des États, de l'opinion publique internationale est très importante au point qu'il fait peur à Israël, un État puissant comme Israël. Mais la faiblesse systémique, c'est la faiblesse du système, à l'intérieur du système, il y a une faiblesse plus importante encore, qui affaiblit la Cour internationale de justice. À savoir qu'on ne peut, c'est-à-dire qu'un État seul ne peut pas se plaindre devant la Cour internationale de justice. Et oui, il faudra toujours que les États en conflit acceptent en commun accord d'aller devant la Cour internationale de justice. Et bien sûr, l'État qui est en défaut, qui est en faute, refusera d'aller devant la Cour de justice internationale. Parce que quand même, il y a le sens commun. À un moment donné ou à un autre, on s'aperçoit qu'on a tort, ou qu'on risque de révéler nos torts, qu'on risque d'avoir une décision contre notre position, contre notre politique, ce qu'on avance comme principe et comme argument. Et de ce fait, les États, même les créateurs des Nations Unies, ça les arrangeait bien de mettre cette exception à l'organisation juridictionnelle internationale. À savoir qu'il y a une clause quand on s'engage dans les Nations Unies, quand on devient membre des Nations Unies, on signe les traités et on assume on prend les droits et on assume les devoirs, les obligations vis-à-vis des Nations Unies, ben ça ne veut pas dire automatiquement que tout conflit dans lequel on s'ingère, qui nous concerne, peut être proposé, opposé ou présenté devant la Cour internationale de justice. Ben non. La Cour internationale de justice ne reçoit que les problèmes dont les intéressés, les sujets, les parties prenantes dans ce problème se mettent d'accord par écrit qu'ils vont proposer leurs problèmes à la Cour internationale de justice. Et seulement à ce moment-là, donc là, ils ont le choix de proposer ou ne pas proposer leurs problèmes à la Cour internationale de justice. S'ils s'engagent par écrit et dire on va proposer notre problème, c'est-à-dire on peut prendre l'exemple du Maroc et de l'Algérie. Si sur le Sahara, si le Maroc et l'Algérie se mettent d'accord tous les deux pour aller devant la Cour internationale de justice, ben, à partir du moment qu'ils déposent leur demande à l'intervention de la Cour internationale de justice pour qu'elle statue sur le conflit, le résultat, le jugement deviendra obligatoire pour les parties. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la clause facultative de juridiction obligatoire. C'est celle-là qui complique le problème de la Cour internationale de justice. Et ça mine son importance au sein de l'État, au sein de la scène internationale. Et en même temps, ça empêche l'anarchie, quoi. Tout le monde se plaint de tout le monde et les jugements deviendront trop divers et donc ça perdra toute valeur. Donc on appelle la clause facultative de juridiction obligatoire, elle est
facultative, c'est-à-dire qu'avant, il y a un conflit, mais la Cour n'est intéressée, ne sera intéressée que si les États membres, les États concernés par le conflit, tous les États en conflit, qu'ils soient 2, 3 ou 4, en commun accord acceptent aller devant la Cour internationale de justice. Donc là, ils ont le choix, c'est facultatif. Mais une fois qu'ils sont devant la Cour internationale de justice, qu'ils ont fait leur PV, qu'ils ont accepté, ils ont déposé leurs problèmes, leurs arguments, chacun avait ses arguments pour et contre, devant la Cour, alors à ce moment-là, le jugement devient obligatoire. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même quand le jugement arrive, quand la Cour internationale statue, eh ben, l'exécution du jugement reste, comme je vous ai dit, c'est-à-dire il n'y a pas moyen d'imposer, à moins parce qu'il faudra que l'Assemblée nationale se réunisse pour confirmer la valeur, le jugement, et en discuter et demander au Conseil de sécurité d'intervenir, de proposer les casques bleus, c'est-à-dire l'armée que les États mettent au service des Nations Unies, qu'on appelle les casques bleus. En Afrique et dans le monde arabe, on les appelle les casques verts, plutôt dans le monde arabe, parce qu'en Afrique, c'est toujours les casques bleus. Ben, pour imposer à cet État, mais c'est du jamais vu pratiquement. C'est seulement ça. Il y a eu des interventions. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire il y a des casques bleus un peu partout dans le monde. Au Liban, au Tchad, en Érythrée, au Soudan et dans tous les États, il y a des casques bleus. Et heureusement. Mais seulement à la demande du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. On n'est pas passé par la Cour de justice internationale. Donc la faiblesse de l'instance, c'est-à-dire la force de l'instance, c'est qu'elle régule l'organisation internationale et les institutions qui lui sont attachées, soit entre elles, les institutions, soit les institutions et les pays membres de l'organisation. Ça, elle est très importante, elle est très utile, d'autant plus qu'il y a de gros budgets qui sont en jeu et l'interprétation des textes fondateurs des Nations Unies et toutes les instances qui lui sont attachées. Sa faiblesse donc vient au sein, mais elle a aussi une importance économique. Par exemple, sur le droit maritime, quand il y a les grandes catastrophes, surtout causées par les pétroliers, là aussi, les jugements sont très importants. À Mogadis, on peut citer bien des exemples. C'est-à-dire, seule la Cour internationale de justice peut s'imposer à des multinationales, parce que souvent, quand c'est les grandes catastrophes, c'est-à-dire les plus célèbres, les plus dramatiques, c'est celle des pétroliers. Et les puits de pétrole, le Mexique, le nord de l'Atlantique, c'est toujours, ça met en jeu toujours des multinationales. Et les multinationales, on a dit, ils ne sont pas partis, les satara fil qanon douli, ils ne sont pas partis, mais ils peuvent être l'objet, mawdoua, du droit international. Et donc là, c'est-à-dire, c'est pas les États, c'est-à-dire, c'est pas les multinationales, les organisations qui vont devant la justice. C'est les États qui prennent en charge tel territoire ou pour défendre les intérêts de son territoire, ou des fonds marins ou ceci ou cela, et qui présentent, ils vont aller en justice. Et à ce moment, on invoque l'État qui est supposé, c'est-à-dire la nationalité de l'entreprise, de la multinationale, en regardant, en prenant en considération son budget, plutôt son capital, et la nationalité de son capital. À ce moment-là, on s'impose et on a imposé, par exemple, on a sanctionné les grandes firmes pour des catastrophes naturelles parce qu'ils n'ont pas pris en considération, c'est-à-dire les conséquences possibles de leur activité. Et ils n'ont pas investi dans la sécurité autant qu'ils ont investi ailleurs dans les bénéfices pour réaliser des bénéfices et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'essentiel du droit international. Il y a d'abord l'organisation, comment il est organisé. Donc il y a l'État, les organisations internationales, l'objet, les enjeux. C'est tous les domaines qui concernent
plusieurs États, c'est-à-dire un État et plus. Donc tout ce qui se rapporte à la vie en général, maintenant qui dépasse la frontière d'un seul État, relève du droit international, soit privé, soit public. Et le public concerne tout. Du ciel jusqu'à l'espace, la régulation même des mouvements des satellites et la part des marchés des satellites dans la diffusion des programmes ou autre chose, ou les secrets professionnels ou les secrets militaires, tout rentre là-dedans. Et après, la téléphonie, et après la mer, les fonds marins, les ressources naturelles dans les fonds marins, la navigation maritime, la navigation dans le ciel, les rapports entre les États et les groupes d'individus au sein de l'État, tout repose ou tout est organisé par le droit international public. Sans ce droit international public, c'est le chaos. Donc il n'est pas parfait. C'est comme le droit positif. C'est une branche du droit positif et comme le droit positif. Il n'est pas parfait, mais il n'y a pas mieux. On dit sur la démocratie, c'est le système le moins pourri. Ben, le droit international, c'est pareil, c'est-à-dire comme le droit positif, il n'y a pas mieux pour le moment. Et peut-être, avec comme on l'a vu, comme le principe de d'ingérence humanitaire, on peut le développer au fur et à mesure avec le développement des associations d'envergure internationale, l'éveil, le réveil des opinions publiques, au point qu'on a maintenant, c'est-à-dire de plus en plus une opinion publique internationale, avec l'aide des réseaux sociaux qui se développent, on peut améliorer le droit international public. On peut faire quelque chose de plus concret, de plus précis, surtout dans la protection des individus, des droits humains. Et c'est le cas. Les conventions internationales, c'est-à-dire signées par les États, dont l'interdiction de la torture, l'obligation de respecter certaines règles dans les arrestations, les interrogatoires et les condamnations aussi, à la base sur quoi on condamne les individus, les groupes d'individus comme les partis politiques et les associations, les groupements, tout ça est régi par les traités signés par ces États. Et de ce fait, ils se doivent de les respecter. Sinon, automatiquement, c'est l'approche en général. Bien sûr, c'est-à-dire vous allez me dire que oui, on a dit que c'est pas vrai. Ben, imaginez par exemple, après le 11 septembre, les États-Unis, et ses alliés, quand ils ont voulu, ils ont jugé nécessaire de passer outre le droit international et de faire ce qu'ils jugeaient nécessaire pour contrôler la situation qui apparaissait au départ comme incontrôlable. Ben, tout le monde a essayé d'échapper au droit international, pas par la force, c'est-à-dire pas en faisant ce qu'on ne doit pas faire d'une façon ouverte. Non. Quand on voulait, c'est malheureux de le dire, mais quand on voulait torturer quelqu'un, on le mettait dans un avion anonyme et on allait dans le ciel pour le torturer comme ça. Personne n'est responsable. Il est dans le ciel, donc il n'appartient, aucun État n'est responsable. Imaginez, c'est-à-dire l'homme, comment il peut être. Donc ça vous montre l'importance du droit international. Il fallait fuir le territoire, la territorialité. C'est-à-dire et même avec ça, il y a des attaques qui sont poursuivies par des organisations gouvernementales pour la torture. Parce que juste, ils ont permis l'atterrissage de ces avions de torture dans leur territoire, sur leurs aéroports, ne serait-ce que pour remettre du carburant dans l'avion. Et ça engage la responsabilité des États. Chaque fois que, par exemple, les organisations de droits de l'homme suivent la trajectoire et relèvent là où l'avion s'est arrêté dans tel pays, tel aéroport, tel pays, ben, on poursuit ces États de complicité dans l'atteinte, la torture et l'atteinte à la dignité humaine, à la personnalité humaine.
Ça vous donne l'importance. C'est-à-dire, un État comme les États-Unis, grand et puissant, il joue à ce jeu pour échapper, pour ne jamais être directement poursuivi devant la Cour internationale de justice. Même Guantanamo, c'est en dehors des États-Unis, c'est dans un petit coin de Cuba contrôlé par les États-Unis, mais qui ne fait pas vraiment partie des États-Unis territorialement parlant. Et donc on ne peut pas directement incriminer. Bien sûr, ça paraît trop facile, mais comme l'essentiel, c'est d'insister, de montrer qu'il y a quelque chose dans le droit international qui s'impose. Il y a quelque chose que les États craignent, à savoir la probe générale. Et surtout, à un moment donné ou à un autre, ils risquent de venir devant la Cour de justice internationale ou la Cour pénale. Et à ce moment-là, ça peut se retourner contre eux. Ça peut c'est-à-dire créer la probe générale que les États ne veulent pas. Et donc, ils essaient de contourner le droit international par des moyens plus ou moins vicieux. Mais ça montre le blocage qu'impose le droit international. On ne fait pas ces choses-là ouvertement. Sinon, on le fait d'une façon individuelle, de façon de dire c'est le ministre ou tel responsable, ou tel homme, ou tel homme, ou tel agent, ou tel officier qui est responsable, ce n'est pas l'État. Donc on va chercher, établir l'individu incriminé, un individu incriminé pour ne pas incriminer l'État. Et quand on incrimine un individu, l'État ne peut plus être traîné devant la justice internationale. Donc c'est les moyens de contourner le droit international, mais ça prouve son existence. Parce que souvent les étudiants disent, mais à quoi ça sert le droit international? Ah ben c'est mieux que la jungle. En effet, donc, être membre de l'ONU ne signifie pas l'obligation automatique d'accepter le recours à la CIJ. Loin de là. Il faut pour chaque conflit que les parties concernées expriment leur volonté de faire appel à l'instance et d'accepter sa décision. Ensuite, l'instance n'a pas de quoi obliger l'État à réclamer, à récalcitrance, c'est-à-dire qu'il ne s'exécute pas à s'exécuter. Ce dernier peut subir les mécontentements de la communauté internationale, tout au plus, mais c'est déjà beaucoup par rapport à un monde, à des relations, à une scène internationale de la jungle. On arrive comme ça donc à conclure sur le droit international public et on abordera après, dans la séance prochaine, le droit public national. Donc on avait opposé le droit international public et le droit national public. Dans le droit public national, on va voir les éléments de principe, de base du droit constitutionnel et du droit administratif. Merci de votre attention et à la prochaine si le cœur vous en dit.